Bonjour, je suis Judicaël Guépier, membre du comité scientifique de la plateforme Plume Libre, première plateforme littéraire de l'Afrique de l'Ouest de l'Institut Goethe de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter un texte qui a pour titre « Bonne nouvelle ». 3 légers coups timides venaient de chatouiller la porte du directeur. C'était inhabituel que l'on vienne à lui aux premières heures de la matinée. Il jeta un coup d'œil furtif à sa montre qui attachait fièrement son poignet droit. 8h03. M. Khalidou estimait que pour donner de la valeur à une montre, il fallait la mettre à droite et non à gauche. L'homme derrière la porte insista. Cette fois, les coups étaient sortis de leur timidité pour cogner la porte avec fureur. « Entrez !» lança M. Khalidou. La solide porte en bois s'écarta tout doucement pour laisser apparaître M. Mohamed, le portier de l'entreprise de ramassage des déchets ménagers. « Bonjour, patron. »« Bonjour, Mohamed. Que puis-je pour toi ?»« Patron, je veux te voir. »« Alors, vas-y, je t'écoute. »« Patron, j'ai une bonne nouvelle. »« Oui, je t'écoute. » Vraiment, patron, Dieu est grand. Tout ce qu'Allah fait est bon. Épargne-moi ta catéchèse et va droit au but. On n'a pas toute la journée. Patron, Amina m'a donné un joli bébé. C'est un garçon. Il est vraiment beau. Et il me ressemble beaucoup. Dieu est vrai. Mohamed, arrête. Il y a presque 1 an et demi, tu étais dans ce bureau pour m'annoncer la même nouvelle. Tu en es à combien maintenant? 12, patron. Patron, c'est Dieu qui donne. On ne peut pas refuser ça. Alors, si je comprends bien, chaque année, Dieu vient chez toi pour distribuer des enfants à tes 4 femmes. N'est-ce pas? Patron, je vous l'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Et toi, quelle est ta volonté? Patron, notre vie dépend de Dieu. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Alors, c'est Dieu qui nourrit tes 12 gosses. C'est lui qui les scolarise, paye ton loyer et s'occupe de ta popote. C'est bien cela? Ça foulaille. Patron, ne dis pas ça. C'est pas bon. Merci. Merci pour cette bonne nouvelle. Mais nous n'avons plus de fonds dans la caisse de solidarité. Je suis vraiment navré pour ton joli bébé qui te ressemble tant. N'oublie pas de fermer la porte derrière toi. Un lourd silence s'imposa quelques secondes avant que Mohamed ne se rende à l'évidence et de rebrousser chemin. Après ce qu'il venait d'entendre, le vieux portier de 65 ans était sonné comme une cloche de récréation. Il était à la fois humilié et abattu. Qu'allait-il faire? Lui qui avait promis à sa jeune et ravissante épouse de 17 ans qu'il offrirait un mirobolant berceau à leur mignon bébé. C'est pas aussi lourd que ceux d'un pachyderme peinaient à trouver la sortie du bureau. La journée s'annonçait mal pour le vieux Mohamed, qui devra trouver de quoi satisfaire sa jeune et capricieuse épouse. Son cousin Salif lui avait déconseillé de se marier à elle, mais Mohamed avait fait la sourde oreille sous prétexte que ce dernier voulait lui ravir sa fraîche femme. Il dut combler Amina, qui eut exigé comme cadeau de mariage une lune de miel à Paris, brodée d'un téléphone iPhone dernier cri. Il était maintenant ruiné et cette nouvelle naissance faisait résonner le glas de ses espoirs. Il était presque 19h quand des hommes en tenue de vigile poussèrent le morceau de tôle qui servait de portail à l'entrée de la maison du vieux Mohamed. 3 vieilles femmes assises tendirent leurs cous. Amina était à l'intérieur de la maison allaitant son nouveau-né. 5 gamins accoururent, croyant que c'était leur père, et s'en retournèrent dépités. Bintou, la première épouse, offrit des tabourets aux 3 visiteurs, tandis que la 3e, Nafissatou, leur apporta de l'eau. Les vigiles firent appeler Amina.
par Aya, la deuxième femme de Mohamed. Après les civilités, une nouvelle tomba. Les collègues de Mohamed venaient d'annoncer que le vieux Mohamed avait été heurté par un camion alors qu'il traversait le boulevard. Les médecins n'ont pas pu le maintenir en vie. Les trois vieilles femmes en pleurs se consolaient mutuellement quand Amina entra brusquement dans la chambre conjugale. Elle se saisit de son iPhone et composa un numéro. L'interlocuteur à l'autre bout décrocha aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y avait? Tu m'as jamais appelé à cette heure-là? Le vieux n'est pas là ou bien? » « Non chérie, j'ai une bonne nouvelle. On vient de m'annoncer qu'il est mort. Merci. » Bonjour, je suis Boka Bénédicte, membre du comité scientifique de la plateforme littéraire dénommée Plume Libre de l'Institut Goethe, qui est la première plateforme littéraire de l'Afrique de l'Ouest. Ce matin, je voudrais vous présenter un texte qui a pour titre « Les affres d'Aminata ». Je vous lis le texte donc. Morte de fatigue, Aminata était étendue à même le sol. Son corps abandonné et courbaturé était comme dépourvu de toute vie. Elle avait la peau qui lui collait aux os, le visage émacié et les doigts boursouflés. Les dures tâches domestiques que lui imposait sa belle-mère avaient fini par la lessiver. Elle n'avait pas un seul moment de répit. Elle avait les yeux jaunis rivés sur le plafond, qu'elle semblait pourtant ne pas voir. La jeune fille se perdait dans ses pensées. Elle soupira. Si seulement maman vivait encore. Depuis le décès de la mère d'Aminata, datant d'environ 6 mois, Deneba, la coépouse de cette dernière, avait pris les rênes de la maisonnée et avait, sans que la jeune fille ne puisse se l'expliquer, un contrôle démesuré sur le père de famille. Aminata et ses deux sœurs, Fatime et Myriam, ayant respectivement 16, 10 et 8 ans, étaient alors traitées comme des domestiques dans la maison de leur propre père, sans que celui-ci ne puisse dire mot. Mais Aminata était celle qui payait le lourd tribut. Chaque jour, la jeune fille devait se lever tôt, à 3 heures du matin, pour vaquer aux tâches domestiques. Elle faisait la vaisselle, s'occupait du ménage, c'est elle qui tenait la maison. À 4h30, elle devait faire cuire la bouillie de mil que vendait sa belle-mère et préparer la farine qui servira à faire des beignets. Ensuite, il lui fallait faire, quand le besoin se faisait sentir, les jus de bissap, nyamankoudi et autres qui étaient les accompagnements des beignets. C'est seulement à 7h qu'Aminata se libérait, s'apprêtait pour aller dans son école. Ses retards injustifiés avaient commencé à exaspérer son professeur, qui ne comprenait rien au relâchement de cette gamine, qui était pourtant l'une des meilleures élèves des classes de terminale. Les heures de cours étaient les seuls moments de repos de Aminata. Aussi, s'endormait-elle pendant que les professeurs dispensaient le cours. Si elle se forçait d'être présente physiquement en classe, son esprit, lui, n'y était pas. L'implication est que ses notes finirent par prendre un coup. Sur la demande de ses professeurs, voulant en savoir davantage sur le revirement du comportement de la jeune fille, l'administration convoqua ses parents. Mais aucun parent, ni le père, ni même la belle-mère, ne vint s'acquérir des raisons de la convocation. De retour de l'école, Aminata devait faire la cuisine. Sitôt fini, elle devait aller aider ses sœurs Fatime et Myriam, contraintes d'abandonner l'école pour vendre les jus de leur belle-mère en se baladant dans le quartier. Le programme journalier de la jeune fille était tout tracé et elle ne devait pas s'y dérober. Elle devait respecter scrupuleusement ce même rituel. Il lui était impossible de dégager du temps pour bosser. Elle ne parvenait pas à se concentrer sur ses études. Aminata en avait assez de cette vie de servitude. Elle n'était pas du tout satisfaite de la trajectoire que semblait prendre sa vie. Elle qui s'était jurée de travailler dur à l'école pour devenir une grande dame, une femme autonome financièrement, voyait peu à peu ses rêves s'évanouir. Elle avait lu quelque part que seul le travail procure l'indépendance. Mais comment pouvait-elle un jour être indépendante si elle n'arrivait pas à étudier comme il se doit? Il faut que je prenne ma vie en main.
Il me faut faire quelque chose, sinon je risque de rater ma vie, marmonna-t-elle, et elle cogitait. La solution la plus probable qui lui vint en esprit était qu'elle quittât le domicile de son père. Il me faut rester loin de cette maison. Oui, je dois partir. Je partirai, oui. Je partirai non pas pour fuir la pénibilité des tâches domestiques que m'imposait ma belle-mère, mais pour me chercher devenir quelqu'un un jour. Je partirai sans dire au revoir ni à mon père, ni à ma belle-mère qui m'en empêcherait à coup sûr. Je ne dirai pas non plus au revoir à mes soeurs qui, sans trop comprendre, m'en dissuaderaient avec leur regard de fauve en danger. Elles ne comprendraient pas que c'est pour elles que je pars. Je ne partirai pas dans l'intention de les abandonner, mais dans le but de réussir et revenir tenir la promesse que j'avais faite à notre mère alors mourante. Maman, je serai une femme forte. Je vais étudier, réussir et m'occuper de mes petites sœurs. Ne t'en fais pas, maman, je t'en donne ma parole. Où allait-elle aller? Qu'allait-elle faire pour s'en sortir? Tout ça, elle n'en savait rien. Sa seule certitude pour l'instant est qu'elle aurait son bac pour commencer. Je vous remercie.